Alors, Youssef Indy, ton livre La guerre des États-Unis contre l'Europe est sorti récemment. Il a été publié par The Book Edition. Dans, Et dans, là, voilà, merci. Strategica, imprimé par The Book Edition. Dans une vidéo, je t'ai entendu dire que c'était ton ouvrage le plus important. Peux-tu nous en dire les raisons? Je dirais que c'est un de mes ouvrages les plus importants. Je pense pas avoir dit que c'était le plus important. Pour quelles raisons? Pour plusieurs raisons. Parce que c'est un aboutissement, l'aboutissement de travaux et de réflexions que j'ai, pas seulement sur la géopolitique américaine, mais plus spécifiquement sur les conséquences sur l'état de droit, les conséquences de la politique américaine en Occident, donc l'impact que cela a sur nos vies, sur l'État, sur l'évolution politico-juridique, sur l'état d'exception, et donc sur l'avenir de l'État en Europe. Et c'est aussi un aboutissement parce que, disons que c'est un des derniers étages de ma fusée. J'ai beaucoup travaillé sur la Bible hébraïque, sur le judaïsme, sur le messianisme juif, sur son influence dans l'histoire, dans la géopolitique, dans les idéologies. Et les États-Unis sont une émanation d'une certaine façon du monde vétérotestamentaire, des idéologies vétérotestamentaires via le calvinisme. Et donc la géopolitique américaine ne peut être comprise, analysée justement, sans prendre en compte, elle ne peut être comprise sans prendre en compte cette dimension religieuse messianique. Et c'est ce que je fais dès le début du livre, disons, en dressant un portrait politico-religieux des États-Unis. C'est d'une certaine façon une théologie géopolitique. En janvier dernier, le groupe de réflexion European Council for Foreign Relations, ECFR, a effectué un sondage adressé aux populations d'une dizaine d'États européens. La question était la suivante: quelle perception avez-vous des États-Unis? Et l'écrasante majorité des sondés a répondu que c'était soit un allié, soit un partenaire nécessaire. Peu considèrent que c'est un rival ou un adversaire avec qui on est en conflit. Qu'est-ce que ça t'inspire? Si, alors, ce sondage a été fait notamment en France aussi. Dans une On parlait dizaine de du... pays européens, en France et en Allemagne, c'est où il y avait le plus, un peu, entre guillemets, d'opposition, mais ça dépassait jamais 20%. Bon, après, un un think sondage. tank un peu pro, on va Oui, dire, le mondialiste, CFR. iranien, bien sûr. Oui, oui, Ouais. ça- Ouais, premièrement, je pense pas qu'on puisse prendre au sérieux ce sondage, parce d'accord. que si on prend simplement l'Allemagne, l'Allemagne a une forte tradition anti-américaine. Là encore, aujourd'hui, cet anti-américanisme est exacerbé. Il y a des villages en Allemagne où il y a des manifestants, les villages qui sont près des bases américaines, puisqu'il y a 25 bases américaines donc, en Allemagne, pays sous occupation. Donc des villageois allemands qui ont manifesté devant ces bases américaines, et sans parler des tags anti-américains à Berlin, etc. Donc il y a l'anti-américanisme en Allemagne est très prégnant. En France également, les Français sont pas de grands fanatiques de la politique extérieure des États-Unis. Et même la génération actuelle qui a connu la période de 2003, ou la période de la Seconde Guerre du Golfe, où Jacques Chirac s'était opposé, et tout le monde a pu voir comment les Français ont été insultés, traînés dans la boue aux États-Unis. Donc je pense, premièrement, qu'on ne peut pas prendre au sérieux ce sondage. Deuxièmement, les États-Unis, comme je l'explique dans mon livre, ne sont même pas seulement des adversaires, ce sont les ennemis des Européens, puisque ils détruisent l'économie de l'Europe, d'abord par les sanctions, enfin d'abord, non, ça a commencé plutôt avec le, le virage néolibéral et ainsi de suite. Je ne vais pas retracer toute cette histoire, mais dans la période récente, il y a eu des sanctions économiques contre la Russie, mais qui visaient prioritairement l'Europe, qui ont continué à détruire l'économie européenne. Puis l'acte de guerre, la destruction de Nord Stream 1 et 2 par les États-Unis,
c'est un véritable acte de guerre, non seulement contre l'Allemagne, mais contre la France, donc contre l'Europe en général, puisque cette attaque vise des intérêts vitaux des Européens. Donc, les États-Unis ne sont pas des concurrents, mais pas des adversaires, mais des ennemis mortels qui sont en train de dépecer l'Europe. Et je ne parle même pas euh, de, des actions qui sont menées depuis notamment les sanctions et la destruction des gazoducs pour faire s'installer des industries françaises et allemandes sur le territoire américain. Alors justement, quelle est l'importance de la guerre en Ukraine dans le cadre de la guerre menée par les États-Unis contre l'Europe? Alors la guerre en Ukraine, de ce point de vue-là, a plusieurs objectifs. Et un des objectifs principaux, ça a été de séparer l'Europe de l'Ouest de la Russie. C'est-à-dire qu'il y a une compatibilité, une complémentarité entre les économies européennes, notamment allemandes, et la Russie qui alimentait euh, en énergie peu chère ces industries. Et donc, les États-Unis, depuis toujours, et même avant les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont toujours eu pour objectif d'empêcher depuis le 19e siècle, d'empêcher une alliance eurasiatique, d'empêcher l'alliance notamment de l'Allemagne, de la Russie. À l'époque, c'était le Japon, au début du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, l'objectif stratégique de séparer la Russie de l'Europe a été un véritable succès pour les Américains. Ça, il faut l'admettre. Et cette guerre en Ukraine a été un magnifique prétexte pour faire d'une pierre plusieurs coups, détruire le concurrent économique qui est l'Allemagne, séparer l'Europe de l'Ouest de la Russie et récupérer une partie de l'industrie européenne. En 1999, l'OTAN a mené une guerre contre la Serbie qui a abouti à la proclamation unilatérale de l'indépendance du Kosovo en 2008. En 2021, le Kosovo est l'un des rares à avoir ouvert une ambassade à Jérusalem, à la grande satisfaction d'Israël. Quel lien peut-on faire entre ces événements et le caractère vétérotestamentaire de l'hégémon américain? Le lien entre le Kosovo qui ouvre une ambassade en Israël et le Kosovo est un État qui n'est même pas reconnu par la majorité des pays du monde. Il y a un certain nombre de pays européens qui ne reconnaissent pas son existence. C'est une création purement artificielle, violant le droit international des États-Unis. Donc ça a été aussi un moyen pour eux, pour les Américains, ça a été un moyen pour eux de s'installer durablement au cœur de l'Europe et de poursuivre d'éventuelles provocations. D'ailleurs, ils l'ont fait à une époque où la Russie ne pouvait pas riposter, puisqu'ils se sont quand même attaqués aux frères slaves des Russes au cœur de l'Europe. Donc c'était une façon d'américaniser, plus encore, créer une sorte d'enclave états-unienne au sein de l'Europe, comme s'ils en avaient besoin, puisque la création de l'Union européenne a été une initiative américaine. Mais territorialement, on peut dire que peut-être, on peut dire que c'est un 51e État américain et états-unien sur le sol européen. Ou La dim- une base militaire américaine en Europe? Mais ils en ont déjà plusieurs, hein, parce que, comme je l'ai dit, rien qu'en Allemagne, ils en ont 25 et ils en ont d'autres ailleurs. Et ils ont aussi des armes nucléaires disposées dans 5 pays européens, dont l'Allemagne, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas. Euh, On pourrait dire que donc, le verre est dans le fruit alors. oui, oui, totalement. Donc la dimension vétérotestamentaire, mais alors ça, c'est quelque chose, c'est un des principaux sujets de mon livre. D'ailleurs, dès l'introduction, où je mets en évidence effectivement que les États-Unis, pour résumer en quelques mots, sont un hégémon, pas un empire, un hégémon vétérotestamentaire, qui se considère comme le nouvel Israël. C'est une nation messie de leur point de vue, et même le nom dit, c'est que c'est une nation divine qui se comporte comme,
comme une divinité sur terre. Donc ça veut dire qu'il s'inspire de l'Ancien Testament alors? Oui, dès le départ, les pères pèlerins, les fondateurs de l'Amérique, se considéraient comme le peuple hébreu, l'Amérique comme la Terre sainte, et même comme l'Éden, d'une certaine façon. Et leur comportement géopolitique, leur attitude géopolitique est celle d'une nation messie. Effectivement, ils se considèrent comme le nouvel Israël. Là-dessus, il n'y a pas de doute, et les évangéliques états-uniens ne me contrediraient pas. Lors de la crise migratoire de 2015, le média Info Direct a écrit que des organismes américains payaient des passeurs pour qu'ils acheminent quotidiennement plusieurs milliers de migrants vers l'Europe. Quel est l'intérêt géopolitique des États-Unis dans cette affaire? Alors, il y a l'intérêt des États-Unis et l'intérêt des forces qui contrôlent les États-Unis, notamment des gens comme George Soros. L'un des objectifs est, en fait, il y a un double objectif. D'abord, la destruction d'un certain nombre de pays musulmans, dont la Libye. En détruisant la Libye, ils ont fait sauter un verrou qui leur a permis d'accentuer les déferlantes migratoires. Une fois que ces migrants sont installés massivement en Europe, ça leur permet, à terme, s'ils le veulent, de déstabiliser l'Europe et de provoquer des guerres civiles. Donc, c'est une façon d'affaiblir, par l'hétérogénéisation de l'Europe, on affaiblit l'Europe, on affaiblit les nations européennes, et on a là une sorte d'armée de réserve de la guerre civile qui peut être activée pour déclencher des conflits sur le sol européen. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce que j'explique notamment dans le livre, c'est que toutes ces crises-là sont des crises qui renforcent le pouvoir oligarchique. Plus il y a de crises, plus il y a de tensions, plus il y a de conflits, plus il y a de guerres civiles multidimensionnelles, qu'elles soient d'ordre ethnique, religieuse ou idéologique, plus ça renforce le pouvoir. Et cela conforte le pouvoir dans le sens où il peut mettre en place un état d'exception, notamment dans sa pseudo-lutte contre le terrorisme, contre le covidisme. L'état d'exception, c'est la suspension de la loi. Et cet état d'exception permet l'instauration d'un état totalitaire. Et cela renforce le pouvoir puisque ces crises successives provoquées par le pouvoir sont des arguments pour le parti de l'ordre. Enfin, pour le parti de l'ordre, pour le pouvoir, pour euh, renforcer euh, autour de lui le parti de l'ordre, c'est-à-dire la partie de la population qui craint le désordre et qui soutient le pouvoir qu'elle considère comme l'agent de l'ordre, la puissance qui peut rétablir l'ordre. Donc plus il y a de désordre et plus le parti de l'ordre euh, fait bloc autour du pouvoir. Mais il y a une limite à cela. La limite, c'est quand le parti de l'ordre constate que le pouvoir n'est pas un, le garant de l'ordre, mais l'origine du désordre. C'est là que ça peut basculer. Donc, d'où les migrations de masse et d'où le discours anti-immigré. En fait, ça fonctionne en dialectique. C'est-à-dire que Waouh, vous allez avoir des globalistes comme Soros qui vont faire venir des migrants en masse et vous allez avoir des néoconservateurs, donc l'aile droite, Zemmour. Soros aile gauche, voilà, Zemmour, Inglecourt, etc., qui vont tenir un discours anti-immigration, mais qui ne vont pas s'attaquer à l'origine de l'immigration. Ils vont s'attaquer aux immigrés, ce qui permet d'augmenter une crainte qui est légitime dans la population et de ramener cette population derrière le pouvoir. C'est pour ça que Zemmour a défendu la police macronienne lorsqu'elle commettait des exactions, en disant il n'y a pas de violence policière, parce que lui fait partie du parti de l'ordre d'une certaine façon. Donc il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Donc toute cette stratégie-là de tension, de chaos et même de discours contre l'immigration de droite qui, qui, qui est immigration provoquée par les globalistes donc de gauche, tout cela va dans le même sens du renforcement du pouvoir oligarchique. Ok, bah Youssef Indy, on mettra le lien en description pour ceux qui veulent se procurer ton livre. Et puis je te remercie. Merci.